La PlayStation 5 sera silencieuse et ne surchauffera pas, vous allez comprendre pourquoi. On parle de l'architecture de la PlayStation 5 et on aborde plus précisément les processeurs. Ce sera un peu technique, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement et vous allez mieux cerner l'esprit dans lequel la console a été conçue. La PlayStation 5 expliquée simplement, partie 3, ça commence tout de suite. Bonjour à tous, il y a quelques semaines, Sony a annoncé les caractéristiques de la PlayStation 5. Mark Cerny, le lead system architect, avait fait une présentation très sobre, assez difficile à comprendre, du coup beaucoup de gens n'ont pas compris l'ingéniosité de l'architecture de la PlayStation 5. C'est pour ça qu'on va la décortiquer simplement dans cette vidéo. Il s'agit de la troisième partie et pour avoir un tableau plus complet sur l'architecture de la PlayStation 5, vous pouvez aller voir après les autres épisodes sur cette même chaîne. La première partie concerne l'ensemble de la console, la deuxième partie est consacrée à la vitesse ultra rapide du SSD et aux nombreux coprocesseurs. Enfin, il y a aussi un épisode un peu plus léger sur la manette DualSense. Et aujourd'hui, on parle donc du processeur principal et du processeur graphique en détail. La conception d'une console est un thème un peu complexe, mais ça vaut la peine qu'on s'y penche pour peu qu'on s'intéresse un peu aux jeux vidéo, même si la majorité d'entre nous ne sommes pas des ingénieurs hardware. Mais avant de parler technique, on va d'abord parler de design. En design, quand on conçoit un objet, une machine, une solution, on a différents impératifs, objectifs et contraintes. Et la PlayStation 5 en a beaucoup. Expérience de jeu extraordinaire, satisfaction des développeurs et aussi stabilité de fonctionnement quel que soit l'environnement. Le produit final, dans l'idéal, doit respecter tous les impératifs et respecter les contraintes et si possible trouver des compromis quand les contraintes sont insurmontables. Il faut trouver des solutions pour résoudre et contourner les problèmes et vous imaginez bien que la conception d'une console de jeu n'est pas une chose aisée parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, le tout en tenant compte des coûts de fabrication viables. On va prendre les impératifs un par un. Offrir une expérience de jeu extraordinaire. Concrètement, techniquement, ça veut dire qu'il faut procurer une définition satisfaisante parce que c'est une console de nouvelle génération. L'objectif est donc du 4K à 60 images secondes, au moins et plus si possible. Pour atteindre ce palier, il faut donc équiper la console avec des processeurs capables de tenir la cadence dans le budget imparti. Les éléments choisis sont donc à la hauteur des gros PC gamers à l'heure actuelle, voire même plus puissants. De ce côté, on est plutôt bien couvert par un processeur principal AMD en architecture Zen 2 à 8 cœurs et 16 cœurs virtuels cadencé à 3,5 GHz variable. Ça correspond à une version customisée des processeurs PC gamer du moment. On y reviendra un petit peu plus tard. Côté processeur graphique, c'est un AMD aussi, un modèle customisé de génération RDNA 2 cadencé à 2,23 GHz, variable aussi. Ce processeur graphique est un des plus rapides du moment et l'architecture RDNA 2 n'est pas encore disponible dans le monde PC, donc on n'a pas encore de test de carte graphique en RDNA 2. On sait juste que c'est plus performant que la génération actuelle. On reviendra sur le GPU et le CPU un petit peu plus tard. Satisfaire l'expérience de jeu, c'est aussi implémenter des fonctionnalités pratiques, nouvelles et bien pensées. C'est l'éradication des temps de chargement et le but de Sony est bien de supprimer les temps d'attente pendant le lancement de jeu et pendant les niveaux. Sony vise le chargement des éléments de jeu pratiquement en temps réel en fonction de notre champ de vision. C'est du jamais vu et quelque chose d'impossible à réaliser pour l'instant. Ce qui va donc changer radicalement la façon dont sont construits les jeux, qui devait trouver plein de moyens pour ralentir notre progression afin d'avoir le temps de charger la suite pendant qu'on joue. C'est en tout cas un aspect que les exclus PlayStation pourront exploiter sans vergogne, sans se soucier des freins sur les autres plateformes. Enfin, dans tous les cas, ça promet aussi une amélioration extraordinaire dans le rendu de ce qu'on verra, ainsi que la sensation d'immédiateté. La manette DualSense va aussi compléter ce tableau pour offrir une expérience de jeu encore plus aboutie. Et ces deux points, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes consacrées à ces sujets précisément. Je rappelle que cette vidéo n'a pas pour vocation de comparer la PlayStation 5 avec la Xbox Series X. Les deux consoles seront fantastiques et chacune aura ses avantages et inconvénients et elles ont été conçues avec des philosophies différentes. Chacune proposera aussi des fonctionnalités pour offrir une excellente expérience de jeu. Le deuxième impératif, c'est faciliter la vie des développeurs. Il faut donc créer une console qui soit facile à maîtriser, à programmer et pas difficile à comprendre pour faire les portages. Plus un développeur va passer de temps sur un jeu, plus ça va lui coûter de l'argent. Et si la plateforme n'a pas un parc installé assez large, ce ne sera pas très motivant
pour passer des ressources et du temps sur cette plateforme. Sony a donc fait en sorte que les portages puissent se faire rapidement et Marc Cerny a annoncé moins de 1 mois pour la PlayStation 5 pour un portage, contre 6 mois à 1 an pour un portage sur PlayStation 3. En plus de ça, la programmation de la PlayStation 5 sera assez proche de la PS4 et donc on ne devrait pas avoir à tout réapprendre pour la nouvelle plateforme. Les développeurs pourront partir sur une base de connaissances qu'ils ont déjà sur la PS4 pour passer sur la PS5. Et cette rapidité de portage est une excellente nouvelle parce que les développeurs n'auront pas besoin de repartir de zéro. Ils pourront mettre en œuvre leurs connaissances sur PS4 pour passer sur la PS5 et après, libre à eux d'optimiser leur version pour profiter des spécificités de la PlayStation 5. Sony a donc fait le tour des studios de développement pour mieux comprendre leurs contraintes. Et c'est pour ça que Sony a mis le paquet sur la vitesse du SSD et qu'ils ont conçu une machine qui supprime les goulets d'étranglement, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et comme vous pouvez vous en douter, un développeur heureux, eh bien, il y a plus de chances pour que ça donne des joueurs heureux et donc plus de ventes de jeux et de consoles. C'est un cercle vertueux. Le troisième impératif, c'est la stabilité dans le fonctionnement, quel que soit l'environnement. La PlayStation 5 sera vendue à travers le monde dans plein de pays différents. En Norvège, en Malaisie, en France, à Taïwan. Et une console dans un environnement frais fonctionne généralement mieux que dans un environnement chaud. Ça, vous avez déjà dû le remarquer. Et si la chaleur s'accumule, les ventilateurs tournent à plein régime, ça fait du bruit. Et dans le pire des cas, les composants peuvent même cramer. Les premières versions de la PlayStation 4 Pro souffrent justement de ce problème de ventilateur trop bruyant. Et on se souvient encore d'épisodes traumatisants comme le Yellow Light of Death de la PlayStation 3, qui était dû justement à ces problèmes de surchauffe. C'est un problème sur lequel Sony s'est penché sérieusement pour la conception de la PlayStation 5. La chaleur accumulée est un élément indissociable de tous les appareils électriques à l'heure actuelle. On ne peut pas passer à côté, c'est une contrainte de taille dans la construction de machines aussi puissantes. Il y a plusieurs façons pour réguler la chaleur des machines. Soit on installe des composants moins puissants, qui produisent donc moins de chaleur, mais là il n'en est pas question parce que c'est quand même une console de prochaine génération. Ou alors on peut aussi installer un énorme système de refroidissement, comme dans certaines configs de PC gamer, mais là c'est assez gênant parce que ça ne rentre pas dans le meuble télé et ça peut coûter très cher. Et après, il est hors de question d'installer un système de refroidissement liquide avec plein de LED dedans, ou bien carrément de verser de l'azote liquide dans sa console comme certains le font sur PC. Bon là, c'est des cas un peu extrêmes. Souvent dans les machines grand public, on se débrouille avec un dissipateur de chaleur, ces espèces de barres en métal qu'on place en contact avec les processeurs et des ventilateurs qui soufflent pour dégager le surplus de chaleur. Plus il y en a, plus ça souffle. Pour tacler ce problème de chaleur, Sony a retourné le problème. Refroidir des processeurs, c'est bien, mais on peut faire mieux et de façon plus inventive. On peut aussi faire en sorte que les processeurs chauffent moins. Pourquoi ne pas instaurer une limite de chauffe pour les processeurs, c'est-à-dire faire en sorte que les processeurs ne puissent pas surchauffer pour ne pas produire inutilement de la chaleur. De cette façon, le système de refroidissement n'aurait plus besoin de dissiper des pics de chaleur en faisant tourner les turbines à fond la caisse. Et si on pouvait limiter la production de chaleur, c'en est fini des ventilos qui font des bruits de réacteurs. Ils pourront rester sur un souffle constant sans jamais être surpris. Maintenant que vous avez compris cette base, vous allez mieux comprendre pourquoi la PlayStation 5 sera silencieuse et qu'elle est conçue justement pour ne pas surchauffer. C'est l'architecture même des processeurs, les moteurs de la console qui ont été faits dans cette philosophie. Ça semble paradoxal, je sais, pour que la console soit stable dans son fonctionnement, quel que soit l'environnement, les processeurs seront eux à cadence variable et qui pourront s'adapter à différentes situations. S'il fait trop chaud, ils pourront ralentir leur cadence. Le CPU et les GPU auront donc chacun une enveloppe de puissance. Le GPU pourra consommer sa puissance qui lui est allouée pour tourner à la vitesse bridée de 2,23 GHz. De même pour le processeur, pour tourner à 3,5 GHz, il pourra utiliser ce qu'il aura à disposition. Et ces deux processeurs ne pourront pas aller au-delà pour ne pas produire plus de chaleur. Sony a choisi ces fréquences spécifiques parce qu'ils produisent la même quantité de chaleur. Un truc à clarifier aussi, Marc Cerny parle de variable boost, mais ce n'est pas de l'overclocking comme on l'entend dans le monde PC. C'est autre chose, même si ça y ressemble un peu. Ces deux processeurs communiquent constamment avec le contrôleur de l'alimentation qui régule la vitesse de chacun
en fonction des situations et de la température. Dans les moments où ils n'auront pas besoin de se déployer à fond, les processeurs auront la faculté de ralentir et donc de moins chauffer. Dans Spider-Man par exemple, quand on regarde le ciel, eh bien, il y a beaucoup moins d'éléments à afficher que la ville en elle-même avec ses immeubles et les activités des habitants. Pendant les moments moins chargés, le GPU pourra ralentir, tout comme le CPU en fait, et les processeurs n'ont pas besoin de tout le temps être à fond. Si on prend l'analogie des voitures, comme ça a été décrit par certains développeurs, si c'est juste pour aller chercher son pain au coin de la rue, eh bien c'est pas la peine d'appuyer sur l'accélérateur comme un taré. Ça fait du bruit, ça consomme de l'essence et ça chauffe pour rien, et ce n'est pas parce que votre voiture est capable d'aller très vite qu'il faut tout le temps qu'elle soit à fond la caisse. Et dans un cas comme ça, il vaut mieux y aller à pied ou en vélo de toute façon. Dans le même esprit, si dans une scène, le GPU a besoin d'être à fond la caisse pendant un long moment, dans Doom par exemple, le CPU pourra lui ralentir pour utiliser moins d'électricité et donc moins chauffer et aider le GPU à garder sa lancée. Pas la peine que le CPU aille aussi à fond pendant longtemps en même temps. Le CPU pourra aussi prêter main forte au GPU en lui passant sa réserve d'électricité. Ça peut aussi marcher dans l'autre sens quand le CPU a besoin d'aide et que le GPU, lui, n'est pas bien occupé. C'est le principe de la technologie SmartShift d'AMD qui est déjà implémentée dans les ordinateurs portables de gaming, justement. L'intérêt de ces capacités à ralentir, c'est de pouvoir garder une température de fonctionnement constante pour que le système dans son ensemble soit stable. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces ralentissements ne seront que minimes. Marc Cerny explique qu'en diminuant drastiquement la consommation électrique de 10% par exemple, en passant de 45 watts à 41 watts, eh bien ça réduit déjà de façon significative la production de chaleur. Par contre, la cadence, elle ne réduira que de quelques pourcents. En gros, les 2,23 GHz passeront à 2,20 si besoin, pas beaucoup moins. Et le CPU, lui, passera de 3,5 à 3,46, ce qui est vraiment rien du tout. Mais en même temps, la consommation électrique aura baissé de beaucoup. Et soyons fous, même si on baisse la consommation électrique de presque 30%, c'est énorme, 30%, la fréquence, elle, ne baissera que d'à peu près 10%. Et dans ce cas extrême, le GPU tournera toujours à plus de 2 GHz et le CPU à plus de 3 GHz. La majorité du temps, les deux processeurs fonctionneront à des vitesses dans les plages les plus hautes. Et avec des variations de vitesse aussi faibles, quand on parle de vitesse variable, concrètement, ça ne sera pas vraiment gênant en situation de jeu manette en main. Par contre, cette petite perte de vitesse permettra à la console de garder une température constante et d'être stable quel que soit l'environnement. Le système de refroidissement ne sera donc jamais surpris. La console est conçue pour ne pas surchauffer. En plus, les performances ne seront pas affectées à cause d'une surproduction de chaleur et vous n'aurez pas à subir le bruit très gênant des ventilateurs. En plus de tout ça, on a vu dans la vidéo sur le SSD qu'il y a une Dream Team de coprocesseurs pour délester le travail qui incombe normalement au CPU et au GPU. Et le fait que l'un ou l'autre ralentisse légèrement n'aura en vérité pas de grosses répercussions dans le fonctionnement global de la console. On ne le sentira vraiment pas quand on aura la manette en main. Par contre, en échange, on gagnera une bien meilleure gestion de la consommation électrique et ça, on pourra l'apprécier dans notre canapé. C'est cool. Maintenant, on va parler du GPU plus en détail et du choix des 36 unités de calcul tournant à 2,23 GHz. Cette vitesse de 2,23 GHz, c'est extrêmement rapide pour un GPU, même dans le monde PC, et c'est grâce aux possibilités de l'architecture RDNA 2 d'AMD. Elle est dotée d'une augmentation en puissance très conséquente par rapport aux technologies actuelles. Les unités de calcul, il faut imaginer ça comme une équipe d'ouvriers qui travaillent dans une usine. Ils peuvent être au taquet, très qualifiés, et dans ce cas, ils sont très efficaces, et le travail est fait très rapidement. C'est le cas de la PlayStation 5. Ou bien, ils peuvent être aussi moins expérimentés, moins rapides, mais ils sont plus nombreux, ce qui est le cas de la PlayStation 4. Les ouvriers sur PS5 sont donc plus efficaces que sur PS4. Et dans un cas comme ça, on ne peut pas comparer les deux types d'ouvriers. Il y a ouvriers et ouvriers. Et les teraflops, le calcul des teraflops ne se base que sur le nombre d'ouvriers et leur vitesse. Le calcul ne prend pas en compte l'expérience, la qualité, l'efficacité de chaque ouvrier. Ce n'est donc pas très pertinent de se baser sur les teraflops pour comparer la PS4 et la PS5.
Pour la PS5, Sony a choisi la version avec des ouvriers surqualifiés et hyper rapides parce qu'ils peuvent en engager moins, ce qui aide à réduire les coûts de fabrication de la console tout en gardant des performances de pointe pour le GPU. C'est un choix qui permet de faire fonctionner le GPU dans des plages hautes très rapidement et longtemps. Ensuite, le choix d'une vitesse extrême de 2,23 GHz combinée avec les 36 unités de calcul permet de gagner en performance dans certaines tâches par rapport à une configuration avec moins d'unités de calcul, allant moins vite. À teraflop équivalent, Marc Cerny nous indique que l'option 36 ouvriers très rapide et très qualifié fait gagner plus de 33% dans deux points cruciaux, les opérations de rasterisation et la vitesse de transfert des caches mémoire. Et ces 33% de gains ne sont pas visibles sur la fiche de spécification. Pour votre culture personnelle, sachez que la rasterisation est un procédé très important dans les jeux. Ce procédé permet de convertir des représentations en polygones, donc en 3D, vers des images 2D pour pouvoir les afficher sur vos télés. Les jeux actuels sont faits à partir d'éléments 3D pour construire l'environnement, le décor, les objets, les personnages, etc. Et nos télés sont encore des plans en 2D. Et selon notre action et notre position, eh bien, dans les jeux, le GPU est chargé de transformer ces données en 3D vers des images 2D. C'est un des plus gros boulots des cartes graphiques. Et c'est cette conversion de la 3D vers la 2D qui s'appelle la rasterisation. Donc 33% de gain sur ce point particulier, c'est non négligeable. Les caches mémoire L2 gagnent aussi en performance. C'est de la mémoire ultra rapide placée dans le CPU qui fait la liaison avec la RAM. C'est fait pour accélérer les transferts de données vers le processeur et c'est donc mieux que ça puisse aller plus vite. Dans la vidéo consacrée au SSD, je vous avais parlé de la volonté de supprimer les goulets d'étranglement. Eh bien, ces choix technologiques ont été faits dans ce sens. Avec des données qui transitent très rapidement grâce au SSD, à la Dream Team de coprocesseurs et à la vitesse décoiffante du GPU, la PS5 pourra atteindre très rapidement le pic des 10,28 teraflops et pourra rester un temps conséquent sur ses hauteurs. Pour reprendre l'image de la voiture, c'est comme si la PlayStation 5 était un bolide équipé d'un très bon moteur, pas le top, mais un très bon moteur, qui a été optimisé avec tout ce qu'il faut. La voiture a une accélération monstrueuse, elle peut donc atteindre très vite une vitesse de pointe et elle pourra garder cette vitesse longtemps grâce à une tenue de route exemplaire. Elle sera très agréable à conduire et facile à prendre en main. Voilà, vous avez maintenant une meilleure idée de la conception de la PlayStation 5 et moi je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce que Sony a fait un gros travail en design et ils ont réussi à créer une console qui réponde aux impératifs tout en innovant avec des solutions jamais vues. Ils ont combiné l'évolution sur la base de la PlayStation 4 avec des concepts révolutionnaires. L'expérience de jeu extraordinaire, satisfaction des développeurs et la stabilité de fonctionnement quel que soit l'environnement. C'est pour ça que ce sera une console silencieuse. Les sources de cette vidéo sont nombreuses, elles viennent principalement de la conférence de Marc Cerny, de Digital Foundry, Eurogamer et VRPort Player. Les liens sont dans la description et à l'heure actuelle, je n'ai pas encore eu la console entre les mains, donc les informations dans cette vidéo sont basées sur des annonces qui ont été faites jusqu'à présent. Nous sommes le 5 mai 2020 au tournage de cette vidéo. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé en répondant à mes questions pour faire cette vidéo. Merci à vous, vous savez qui vous êtes et vous m'avez proposé de m'aider spontanément et je n'aurais jamais pu rêver mieux. Donc merci beaucoup. Si vous avez appris des choses, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo et à aller soutenir sur YouTube. Merci à tous les tipeurs qui ont pris le temps cette semaine de regarder des pubs, parfois plusieurs d'affilée. Et à tous ceux qui ont fait des dons directs, en particulier à Gilles pour ton don récurrent. Merci du fond du cœur. Je m'appelle Gia, ici on parle de jeux vidéo, de tech, de photos, expliqué simplement. Merci d'être passé par là et sur ce, je vous dis à très bientôt. Vive la PlayStation 5 et vive la Xbox Series X!